Bonjour à tous, nous voici au Centre des Congrès de Val d'Isère pour la 19e édition du Festival Aventure et Découverte. Nous sommes ici avec Sébastien Montas-Rossé. Bonsoir. Bonsoir, le réalisateur de Déjame Vivir, qui est un film que vous allez présenter ici au festival. Oui, Déjame Vivir, c'est un film qui raconte le rêve de Kylian Jornet, qu'il a appelé Summits of My Life, les sommets de ma vie. Et ce film en particulier raconte la 3e saison de ces sommets. Et je l'ai suivi, enfin en tout cas j'ai essayé de le suivre, sur le Cervin, le Mont Blanc et l'Elbrus. Et vu que c'est un des meilleurs ultra-runners et un des meilleurs trailers, j'imagine que ça a dû être quand même une belle tâche d'essayer de suivre quelqu'un comme ça. Ouais, en fait on n'essaye pas de suivre Kylian Jornet, ou on n'essaye pas longtemps. On comprend vite qu'il faut le précéder plutôt que le suivre, c'est-à-dire le rencontrer au sommet pour filmer à la descente. Donc voilà, Kylian, c'est vrai que c'est le meilleur coureur de sa génération. Et si on voulait, pour les gens qui ne connaissent pas Kylian Jornet, si on voulait faire des parallèles, ça serait le recordman du marathon actuel croisé avec Usain Bolt, le recordman du 100 mètres. Donc lui est champion du monde en course en montagne de toutes les disciplines, du très court au très long. Après, il a un deuxième sport. Donc ce Usain Bolt, il va se transformer. Il va faire du ski de fond. Kylian, il est champion du monde de ski alpinisme. Dans toutes les disciplines, il gagne également. Il est actuellement champion du monde de ski alpinisme. Donc il a mis ce talent et aussi cette chance qu'il a d'aller très très vite en haute montagne sur quelque chose qui, à mon avis, tient plus à mon avis, il s'ennuyait à courir autour des montagnes dans des courses qu'on connaît bien comme l'UTMB par exemple, et lui, ce qu'il a envie, c'est d'aller au sommet. Et il le fait très bien d'ailleurs. Il le fait très bien. Ouais, moi-même, je suis surpris qu'on puisse, en partant de Cervinia à 2000 mètres d'altitude, arriver au sommet du Cervin et rentrer en 3 heures et quelques. Ça paraît incroyable. C'est vraiment incroyable. Même j'ai du mal à... Non, en fait, c'est comme tout. Quand on regarde la face de Bellevarde à la télé, elle a l'air moins raide que quand on est au pied. Hein. Mm-hmm. Il faut être à côté et vivre ça pour voir à quel point il est incroyablement doué. Mais surtout, et c'est pour ça que le public adore ce petit gars, il a une humilité incroyable. Donc c'est un champion, mais quand on le voit pour la première fois, on a l'impression que c'est nous la star. Et donc tu nous avais dit que c'est quand même un chapitre sur un gros projet qui dure 3 ans, c'est bien ça? Oui, le projet il peut durer plus longtemps parce qu'à l'Elbrus il a eu un échec, ce qui est très intéressant pour moi en tant que réalisateur. C'est un peu ennuyeux quand tout se passe bien. Et alors ça, et puis il y a eu surtout on a eu un drame à la première année où il a perdu son compagnon de cordée qui est Stéphane Brosse. Son idole de toujours en ski alpinisme, qui était plusieurs fois champion du monde de ski alpinisme. Et Stéphane, Kylian lui avait proposé parce que pour lui c'était la personne la plus apte à faire cette grande traversée du massif du Mont Blanc à ski. Et Stéphane, sous ma caméra, est décédé à la rupture d'une corniche. Donc c'est vrai que cette première saison, elle a été un peu particulière. Et voilà, à l'Elbrus, la montagne n'a pas permis à Kylian de faire le sommet, et c'est tant mieux, parce que c'est bien quand tout se passe pas de la première fois. Par contre, au Cervin, ça a été quelque chose d'incroyable. Au Mont Blanc aussi, avec une technique de descente assez folle. Et puis à l'Elbrus, une culture de la course en montagne complètement décalée, avec des repères qu'on n'a pas du tout chez nous en Europe occidentale. Et voilà, et c'est vrai que lundi, on part à l'Everest pour un énorme challenge qui va consister pour Kylian, chose qui n'a jamais été faite dans l'histoire de l'himalayisme, à partir en courant de la fin de la route où le véhicule s'arrête pour aller au sommet de l'Everest. Alors, c'est bien facile à dire quand on est sous le chapiteau là. On ne sait pas si c'est possible, lui-même non plus. Et cette année, c'est vraiment une année de test. Il a besoin de se connaître en haute altitude. Il n'est jamais allé au-dessus de 7500 mètres. Il a eu des problèmes sérieux à la Concagua, donc il y a quand même beaucoup d'aléas et on y va plus pour apprendre, connaître la montagne, savoir comment on réagit, plutôt que de se dire qu'il y a un record, parce que à mon avis ça va durer quelques années, quoi. Et le but justement pendant votre expédition Everest, c'est quoi exactement? C'est juste d'atteindre le sommet, j'imagine, ou est-ce que il y a un créneau Non, justement, c'est pas juste d'atteindre le sommet. C'est d'abord d'y aller sans oxygène, ce qui est pour Kylian, l'oxygène, c'est clairement pas concevable parce que c'est pas dans son éthique. C'est pas qu'il critique les gens qui en prennent. Pour moi, ils ont beaucoup de courage, les gens qui en prennent.
Simplement, c'est pas ce qu'il fait vibrer. Il n'a pas envie d'y aller avec oxygène. Il faut savoir que sur les 7000 sommiteurs de l'Everest, depuis 53, depuis Larry et Tenzing, il y a eu que 150 personnes sans oxygène. Donc notre corps, il n'est pas fait pour aller là-haut. Il est vraiment pas fait. Il y a plein de choses donc les œdèmes, enfin il y a plein de choses qui potentiellement sont dangereuses. C'est pour ça qu'il faut apprendre. Donc faire le sommet de l'Everest sans oxygène en partant du bas de la vallée, ça serait déjà énorme. Mais le faire par où ils veulent le faire, c'est encore incroyable. Parce que c'est une route différente que celle prise d'habitude. Oui, c'est-à-dire que c'est le côté tibétain, c'est-à-dire la face nord de l'Everest, qui est beaucoup moins fréquentée que la classique Combe Ouest. 90% des expés, elles sont au Népal. Et là, on parle de la Chine, c'est-à-dire de la face nord de l'Everest. Et l'arête nord-est, qui est la voie classique, entre guillemets, elle accueille beaucoup moins de monde, effectivement. Mais lui, il a en tête de passer dans la face nord. Il y a 2 itinéraires historiques dans la face nord. Là, il y a le Hornbein et le Norton. Et ce sont 2 couloirs qui font 3000 mètres de dénivelé. Donc pour aller à 8008, c'est quand même un gros morceau, quoi. Franchement, je suis incapable de dire si c'est possible. Et lui non plus. Pour la première fois, je pense qu'il ne sait pas dire si c'est possible. Et est-ce que vous avez eu la même mentalité avec le Cervin et les autres expéditions que vous avez fait dans le passé ? En fait, le Cervin, on sait que... Enfin, le Cervin, par exemple, entre le 10 août... Et le jour où il a fait le Cervin, en fait, en 3 semaines, il est monté 12 fois au Cervin, en entraînement. D'accord. 12 fois. Non, pardon, j'ai dit une bêtise. 11 fois. Il est monté 11 fois au Cervin en partant de Tchervinia, donc de la station de ski, en courant. Et donc le Cervin, c'est pas facile, mais c'est presque anodin. Enfin, c'est anodin pour lui. L'Everest, il sait pas du tout. Il est incapable de dire s'il est capable d'y aller. Parce qu'on peut être le meilleur marathonien au monde et faire un œdème pulmonaire à 7500 mètres. C'est pas parce que c'est Kylian Jornet qui va tenir debout là-haut. Hein. Et ça, il le sait. Hein. Et qu'est-ce qui fait en sorte que Kylian ait cette endurance ? Est-ce que c'est purement de l'entraînement ou est-ce que physiquement, mentalement, il est différent d'autres personnes ? Il y a un facteur d'entraînement qui est énorme. Pour vous situer un petit peu la bête, il peut courir jusqu'à 35 heures par semaine. Donc voilà, ils ont inventé les 35 heures en France pour Kylian aussi. Imagine le nombre d'heures que nous passons, enfin certaines personnes passent sur un bureau, ils le passent en courant, c'est énorme. Il fait 650 000 mètres de dénivelé par an, ce qui veut dire que tous les jours de l'année, 7 jours sur 7, il va courir un peu moins de 2000 mètres de dénive. Voilà, et puis là-dedans, ce qui est le plus impressionnant, c'est sa capacité à récupérer. Tous les jours, il court. Tous les jours. Effectivement, il est né avec des facteurs génétiques qui sont très particuliers. D'abord, il a un gabarit, il a le morphotype parfait pour ce sport. Il est très léger, il fait 56 kilos, il est petit. Et puis au niveau biomécanique, il est né pour courir. C'est-à-dire qu'il a une voûte plantaire, il a une disposition musculaire qui est faite pour ça. Et puis des gens qui vont courir autant que lui n'arriveront pas à faire ce qu'il fait parce qu'ils ne sont pas nés avec le corps qu'il a. Après, il y a un facteur éducationnel, c'est-à-dire que son père est guide. Il a grandi dans un refuge à 2009 depuis qu'il est gamin. Sa maman est très particulière également. Le soir, très souvent, il partait du refuge avec sa petite sœur. Sa mère les amenait dans la forêt de nuit. Et à 2 km du refuge, elle leur disait « Maintenant, je vous laisse sans frontal, vous vous débrouillez pour rentrer. » C'est vrai que c'est particulier quand même. Ouais. Mais c'est du plaisir, hein. C'est pas du tout de la punition. C'était du plaisir, mais c'est pour dire l'état d'esprit de la famille. Quoi. Et Kylian, quand il a fallu prendre le bus pour descendre de ce refuge-là, au fond de la vallée, c'est-à-dire pour partir de Val d'Isère pour aller au collège à Bourg, il n'a pas pris le bus, il a couru tous les matins. Et les gamins, en sortant, tu vois, à l'arrière de la fenêtre, il disait hey, Kylian. Ben voilà, quand tu cours depuis que t'es né. Ah oui, j'ai une autre anecdote qui est sympa, c'est que sa mère me disait, en fait, ses parents se rendaient pas compte, je pense, mais ils ont fait une rando sur le GR20, non, pardon, sur la traversée des Pyrénées, et Kylian avait 18 mois. Et à un moment, ils étaient avec un autre couple d'amis, de parents, et au bout de 7 heures de randonnée, les autres parents leur disent mais votre fils marche depuis 7 heures. Il a 18 mois. 18 mois, hein, je ne me trompe pas, quoi. Donc, voilà. Il marchait déjà, enfant, très, très, très longtemps. Donc, c'est vrai que ces particularités ont fait que ça soit un des meilleurs athlètes au monde. Ouais, puis si tu veux, quand il va à l'entraînement, si tu veux, bon, il est 20, je ne sais pas combien de fois il est champion du monde, mais il a au moins 20 titres. Et des mecs qui ont une telle polyvalence, qui n'ont pas d'entraîneur, pas de plan d'entraînement, pas de plan de diététique, pas de stretching, rien du tout. C'est-à-dire que quand il part le matin pour aller courir, il a une connexion avec la nature. Quand je dis ça, les gens ils se marrent, mais je pense qu'à chaque fois qu'il touche le sol avec son pied, il prend de l'énergie dans le sol. Et donc ce rebond-là,
que certains va fatiguer, lui, ça le rebooste. Il a une connexion très particulière avec la montagne. Et comment ça se fait que vous avez commencé à travailler ensemble justement? Parce que vous avez quand même beaucoup travaillé avec d'autres athlètes dans le monde de la montagne. Comment vous vous êtes croisés? C'est un partenaire de Kilian. C'est Salomon qui m'a demandé de faire une web-série qui s'appelait Kilian's Quest avec lui. Et je pense que Kilian, je pense qu'on s'est assez bien trouvé. J'ai pas du tout ses capacités, mais j'ai une culture montagne de par mon métier de guide. J'ai un certain rapport au matériel avec la légèreté, le dépouillement qui lui convient bien. En fait, je pense qu'il reste avec moi parce que je suis le mec qui l'embête le moins, quoi. C'est-à-dire que la production avec lui, ça peut être que du matériel très léger et ça doit être toujours en mouvement. Et ma conception du tournage, c'est qu'un coureur doit courir, un skieur doit skier, et on n'a que du bon quand on pousse les limites de chacun. Et vous avez l'impression de pousser votre limite à chaque fois que vous moi, êtes en tournage? je me dois d'être au mieux. Je me dois d'être au mieux. Je veux dire, on part à l'Everest dans 4 jours. Je me dois de m'entraîner au mieux possible, c'est-à-dire à 10% de ce qu'il sait faire, mais au moins je tiens debout, quoi. J'ai envie de dire, voilà, je sais marcher en montagne. Oui, tout à fait. Et votre but, justement, avec ces projets, c'est de capturer Kilian en tant que personne, c'est de capturer ce qu'il fait, c'est de... Ouais, parce que c'est vrai que moi, dans tous les docus que j'ai pu faire, la performance, elle ne m'intéresse pas vraiment. En fait, c'est pas ça. C'est qu'elle est importante, elle est indispensable pour amener quelque chose au grand public, mais elle est très limitante si on s'arrête à ça. C'est-à-dire que des films, tu vois, sauter des barres rocheuses en ski pour sauter des barres, on les a tous vus, ces skis. Moi, mon dernier film de ski, j'ai mis un sous-titre dessus, c'est Not Just Another Boring Ski Film. Pas un film de ski chiant encore à mourir. Tu vois, c'était lequel, celui-là? Ça s'appelle T'es pas bien là. Donc ça raconte le profil d'un jeune guide skieur d'Argentière en Haute-Savoie, qui est très particulier, qui pour moi est le meilleur skieur de pente raide de sa génération. Et puis ça raconte la culture du ski et tout, mais l'action finalement, donc l'action c'est la toile de fond, tu vois. Et puis effectivement ce qu'on a envie, ce que moi j'ai envie de présenter, c'est la complexité de la personnalité de Kilian, parce que tous ces athlètes finalement, ou en tout cas beaucoup, sont très contradictoires et ont quand même des zones d'ombre. Et puis j'avais très envie de me parler du skyrunning. Il n'y a pas de mot en français pour ça. La course vers le ciel, en tout cas, c'est un truc qui s'est passé dans les années 80-90 en Italie, qui faisait que les mecs couraient sur des 7000, couraient dans la face sud du Mont Blanc et tout ça organisé en course, qui maintenant serait complètement impossible pour des histoires d'assurance et de culture, etc. Mais c'est assez particulier. Du coup, moi j'ai pris des images archives et Kilian, si tu veux, les posters de ces gens-là, il les avait dans la chambre quand il avait 10 ans. Donc ça remet le personnage dans une perspective culturelle qui est intéressante. Et on le voit aussi qu'il est pas tout seul dans ce film, dans ses expériences. Il est accompagné par des camarades. Ouais, c'est ça. Matteo Jacquemou, qui n'a pas 14 ans et demi, mais bien 23. On dirait qu'il est tout jeune, mais dans le film... On le tiendra dans la tête en regardant le film. C'est ça. Tu regarderas le petit joufflu. Matteo, c'est un surdoué du ski alpinisme. Il a aussi un titre de champion du monde. Donc c'est un petit peu le partenaire que Kilian a choisi pour l'accompagner au Mont Blanc. Et puis, et puis après, il y a des rencontres fortuites en Russie, notamment avec Vitaly Shkel, un Russe complètement inconnu, complètement surmutant aussi, qui a tenu la course avec Kilian. Et puis il y a Émilie Jacquemou, une Suédoise qui est la copine de Kilian, et qui est très étonnante également, quoi. Donc tu vois ce rapport aussi. Hollywood, il faut de l'amour, il faut de la richesse. Il faut de l'amour, de l'argent et du pouvoir. On a le pouvoir de l'homme qui court. On n'a pas d'argent, mais on a un peu d'amour. Et voilà. Justement, en parlant d'argent, c'est quoi les gros défis en essayant de créer ce type de film? Parce que j'imagine qu'il faut quand même pas mal de sponsors, etc. Ça se passe comment? En fait, pas vraiment. C'est-à-dire que depuis... Alors, Kilian, effectivement, est le producteur au sens financier de la chose. C'est-à-dire que c'est son argent qui est investi dans mon travail et dans la revente éventuelle du film, sur Internet et en DVD. Ça se passe bien, on est positif, on perd pas d'argent. C'est pas un système classique de production qui implique des demandes de subventions comme on le fait en France, etc. Qui est pas trop notre truc, mais c'est pas. Donc on fait des films et puis on essaie de les vendre. Et c'est vrai que il a un tel public et il y a tellement de gens qui le suivent et tout que ça se passe bien. Et avec un peu la mode du trail et tout ça, est-ce que vous croyez que ce film va
va montrer un peu l'extrémité du corps physique, ou est-ce que vous trouvez justement que ça va peut-être encore mieux intéresser la prochaine génération qui vont suivre l'exemple de Kylian? Ça double tranchant. Il faut qu'on fasse attention, surtout moi, à savoir ce qu'on veut montrer ou pas. Par exemple, j'ai essayé d'éviter de montrer Kylian courant sur les glaciers en short et en basket sans le matos d'alpinisme. En même temps, il y a 2 jours, on était ensemble sur le bassin d'Argentière. Il sait qu'on va faire l'aiguille d'Argentière, qui est un sommet classique, pas difficile, mais bon, il vient, il est à poil, quoi. Enfin, il est à poil, entre guillemets. Il a pas ce qu'il faut. Donc, de toute façon, il changera jamais. Après, c'est pas pour ça qu'il faut que je fasse attention à ce que je montre, mais de toute façon, il faut plus considérer que c'est du trail running ce qu'il fait. C'est plus de la course en montagne. Quand tu vas au Cervin en tirant sur les cordes fixes, sur l'arête de Lyon. L'arête du Lion, moi je l'ai guidé plusieurs fois, c'est 2 jours. Et c'est normal que ce soit 2 jours. C'est comme ça que ça se fait depuis 1870 et c'est très bien comme ça. Ce que fait Kylian, tout le monde ne peut pas le faire et tout le monde ne doit pas le faire. Pour moi, c'est plus du trail running là-haut. C'est un hybride entre de l'alpinisme et de la course. On l'appellera. Je pense que on va entendre beaucoup parler du mot alpine running bientôt, et voilà quoi. Et est-ce que justement c'est un mouvement qui commence à prendre de l'ampleur suite à... Oui, complètement. Il y a plein d'athlètes d'élite dans le monde qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, sur une cime, quoi. Et plus dans la forêt ou au bord d'une rivière. Ça, c'est évident. Et est-ce qu'il y a un détail en particulier que vous voudrez que le public remarque, ou que ça soit le gros souvenir en quittant la salle? Je pense que les images du Cervin sont extrêmement spectaculaires. Moi, j'ai un petit coup de cœur quand même pour la partie de la Russie à l'Elbrus, parce qu'il y a des personnages complètement singuliers, complètement déjantés. C'est une course qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Et là, tu vois les mecs qui partent en courant, en collant pour aller au sommet de l'Elbrus à 5000. Ça peut plus se faire chez nous, quoi. C'est pas possible. Donc ouais, on a adoré l'Elbrus. Puis surtout que je sais pas ce qu'il avait en tête. Il est parti en voiture de Chamonix pour aller à l'Elbrus. Donc, donc il a prétendu avoir regardé Google Maps, mais pour l'avoir maté la semaine dernière, Google Maps c'est même pas cartographié. Enfin, l'Elbrus n'est même plus sur les cartographies de Google Maps. Il me disait 40 heures en partant, on arrivait en 51 heures. 51 heures. Donc 51 heures de route à 4, sans s'arrêter que pour faire de l'essence. Interdit de sortir pour aller pisser, on pille dans des bouteilles. Enfin bon, son délire complet. On est arrivé complètement défragmenté et il a fallu faire une course au sommet de l'Elbrus. Tu m'étonnes que ça s'est mal passé. Ça, c'est Kylian. Voilà. En tout cas, on a vraiment hâte de découvrir le personnage qui est Kylian, et votre expédition. Ouais. Et moi, en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir le film ce soir. D'accord. Donc, un grand merci d'être passé et de nous donner beaucoup merci, plus de détails. Et puis merci à Val d'Isère, c'est la 2e fois que je viens. Ce festival, il est très singulier. Il y en a pas. Enfin, il y a pas. J'ai fait beaucoup de festivals et c'est vrai qu'il est particulier. Il correspond complètement à l'ambiance et à l'atmosphère Val d'Isère. Et c'est super de se donner du mal et de faire les choses si bien, quoi. Alors merci encore. Merci à vous d'être venu. Merci.